Donc Céline Leroux, je représente BGE Yvelines qui porte un dispositif qui s'appelle la couveuse d'entreprise. Alors qu'est-ce que c'est? La couveuse d'entreprise, c'est un incubateur de projet. C'est-à-dire que ça va vous permettre de tester grandeur nature votre projet. Donc vous allez pouvoir réellement tester votre activité grandeur nature, c'est-à-dire vendre vos produits, vendre vos services. Donc la couveuse va vous prêter un statut juridique avec un numéro SIRET. Et à côté de ça, vous allez pouvoir être accompagné. Donc vous allez avoir un conseiller en création d'entreprise qui va vous suivre durant cette période de test. Donc c'est un test qui va de 4 mois à 1 an maximum. Et pendant cette période de test d'accompagnement, vous avez également une quinzaine de formations qui vous sont proposées pour apprendre le métier de dirigeant d'entreprise. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire. Je pense que j'ai dit le principal en quelques mots. Donc, c'est un dispositif qui s'adresse essentiellement aux demandeurs d'emploi, en tout cas aux personnes qui ont du temps à consacrer à leur projet. Voilà. Donc, quand vous rentrez en couveuse d'entreprise, vous signez ce qu'on appelle un CAP. C'est un contrat d'appui aux porteurs d'entreprise qui vous permet de tester en toute légalité votre projet et de vendre vos prestations et ou vos produits. Bien, bonjour. Donc Laurent Tuvignon, moi je suis le gérant de la nouvelle coopérative d'activité et d'emploi La Forge, en hommage à mon grand-père, qui s'est installé en face de la gare de la Verrière. Donc on a des locaux qui nous sont prêtés à pas cher, on va dire, par la mairie de la Verrière. C'est un partenariat privé-public, avec notamment un espace de coworking pour les entrepreneurs. Alors une coopérative d'activité d'emploi, c'est quoi ? Nous, on intervient en fait pour les gens qui veulent créer leur activité mais sans créer leur boîte. C'est-à-dire une fois que vous avez réfléchi, notamment via la couveuse, par exemple, vous vous dites que vous avez envie de créer votre activité parce que vous avez un savoir-faire, vous avez déjà quelques idées clients, mais que la création de votre boîte et de devenir chef d'entreprise, c'est pas votre truc. Et ben vous pouvez venir développer votre activité au sein de la Forge. On a un mécanisme administratif et comptable qui ressemble à du portage salarial, c'est-à-dire qu'on transforme du chiffre d'affaires en salaire. La différence avec mon collègue notamment qui est à côté de moi, c'est que nous, on est une coopérative et l'idée, c'est que en fait, les gens vont venir pérenniser leur activité chez nous parce qu'ils vont être obligés à un certain moment, de par la loi, le décret vient de sortir, de devenir sociétaire. C'est-à-dire que la Forge appartient à ses salariés. Il n'y a pas d'actionnaire. C'est les salariés qui décident des destinées de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle une SCOP. Vous avez sûrement entendu parler à la télé, voilà, c'est le terme un peu médiatique. Donc voilà, c'est une SCOP et la gouvernance est faite par ces salariés qui deviennent sociétaires par obligation au plus tard, la 3e année après leur entrée. On rentre de deux manières. Soit vous avez déjà une activité et vous avez du chiffre d'affaires, vous rentrez en contrat à durée indéterminée. Soit vous n'avez pas d'activité, mais vous avez les idées, comme ça a été dit tout à l'heure. Et vous rentrez en convention d'accompagnement qui peut durer jusqu'à 1 an. Et on vous accompagne à développer votre activité avec des ateliers, des formations et un accompagnement qui est quand même très, très, très individualisé. Voilà pour les grandes caractéristiques de ce que peut être la Forge, qui est donc ouvert depuis le mois de mai. On est aujourd'hui 16, ce qui est un bon démarrage pour une coopérative. Il n'y en avait pas sur les Yvelines. On touche des subventions publiques parce qu'on s'occupe aussi de publics dit un peu plus éloignés de l'emploi. Et voilà, c'est un dispositif qui est réglementé par la région. Donc il y en a, voilà, les Yvelines étaient le dernier département où il n'y en avait pas en Ile-de-France. Donc ça, maintenant, c'est fait. Voilà. Et que dire d'autre ? C'est déjà pas mal. Merci. Alors Maxence Bernard, bonjour. Donc moi je dirige une société de portage salarial. Donc mon collègue à côté de moi en a parlé. Alors le portage salarial, c'est quoi en fait ? C'est simple, c'est une forme d'emploi jugée innovante qui existe quand même depuis un certain moment, même si elle est assez méconnue encore. C'est une forme d'emploi qui permet finalement d'allier les avantages de l'indépendance et du salariat. Donc c'est-à-dire permettre à un consultant, à un formateur, à toute personne délivrant des prestations de services, de facturer des prestations tout en ayant la sécurité du salariat. Alors c'est vrai que mon collègue en a déjà un petit peu parlé. On propose des services qui se rejoignent. Le portage salarial a on va dire une logique un peu plus peut-être individualisée.
Nous, on n'oblige pas à ce que la personne, à ce que le porté rentre dans la direction, devienne sociétaire. Chaque personne gère son activité comme elle le souhaite, mais on a tout de même toute une diversité de profils. Ça va des personnes qui ont une activité principale et qui ont des missions par-ci par-là en plus de leur activité principale, à des personnes qui adoptent ce profil d'indépendants salariés, c'est-à-dire des personnes qui arrivent à enchaîner des missions, à avoir des missions longues, et elles peuvent du coup avoir un statut sécurisé en CDI à temps plein si leur activité le permet. Donc on assure bien sûr toute la gestion administrative, effectivement la transformation de chiffre d'affaires en fiche de paie, mais je dirais que c'est vraiment le socle de base. On propose plein d'autres services utiles pour l'activité du consultant ou du formateur qui se lance ou qui est lancé. Ça va de soirées réseau à de la formation, la mise à disposition d'un site intranet qui permet de piloter totalement son activité, des services comme un plan d'épargne entreprise, un comité d'entreprise, etc., etc. Donc finalement, on va pouvoir fournir tout un ensemble de services utiles pour l'activité professionnelle, pour le développement de l'activité professionnelle de la personne. Moi, j'essaie vraiment d'avoir une approche réseau et approche individualisée. Je passe du temps avec chaque personne. J'essaie vraiment de connaître et de passer du temps à développer, puisque c'est un accord gagnant-gagnant, c'est une stratégie gagnante sur le long terme. Voilà. Et alors, dernier mot par rapport au portage, c'est une activité qui est maintenant totalement réglementée. Il y a une ordonnance qui est sortie en avril dernier qui sécurise totalement le dispositif. Il y a maintenant un chapitre entier consacré au portage dans le Code du travail. Il n'y a plus du tout de risque de non-affiliation à Pôle emploi. Toute personne qui rentre en portage a la couverture sociale du régime général, cotise à Pôle emploi, bénéficie de l'assurance chômage, bénéficie de toute la couverture sociale du salariat, donc ce qui permet de sécuriser tranquillement la nouvelle activité de la personne. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, juste un petit peu pour une petite pause avant d'enchaîner. Par rapport à nos trois intervenants, vous avez compris qu'au moment où vous souhaitez créer votre activité, et avant d'envisager la question de la forme sociétale, là où M. Louargli va intervenir, vous avez d'autres alternatives. Le dispositif couveuse, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de devenir entrepreneur à l'essai. Donc j'avais bien l'idée, c'est tester. Vous n'êtes pas sûr d'avoir la fibre, c'est pas évident de le savoir avant d'essayer. Ça vous permet d'essayer, de voir si c'est un système qui vous convient. Par rapport à la couveuse aussi, ce qui avait pu m'intéresser par rapport aux femmes créatrices d'entreprises, c'est que les couvées sont à 82% des femmes. Si quelqu'un a la solution à ce... Je crois que c'est au niveau national, je crois qu'on est à 60-70% de femmes, quelque chose comme ça. Et dans les Yvelines, on est même à 82% de femmes. La raison, en fait, c'est que les femmes ont plus de peur de se lancer que les hommes. Donc elles ont besoin d'être rassurées, elles ont besoin davantage d'être accompagnées, d'être formées avant de se lancer. Et donc, voilà. Et dans les Yvelines, apparemment, d'autant plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est sur les données, donc les personnes qui entrent en couveuse, de quelle manière elles peuvent en sortir. Il y en a 76% qui créent leur entreprise, qui sont dans de la création d'entreprises pure et dure. Il y en a 9% qui se dirigent vers des solutions de portage ou de coopératives d'activité et d'emploi. Et vous en avez 15% qui, effectivement, c'est bien là l'objet, c'est de tester, voir si ça vous correspond, qui repartent dans le salariat. Bonjour, Jamel Louerli, donc expert comptable. Je vais avoir la dure tâche de vous présenter du moins le processus qui conduit un créateur d'entreprise au choix d'un statut optimal. Si on peut dire qu'il y a un statut optimal, car on a la chance en France d'avoir une richesse en termes de statut juridique. Donc je vais essayer de vous apporter les critères qui doivent vous conduire à choisir un statut. Donc je vais prendre ma petite note.
Donc, je vous ai dit, je vais vous amener dans un processus de création du créateur. Parce que quand on rencontre des créateurs d'entreprise, du moins je suis amené souvent à rencontrer des créateurs d'entreprise, c'est la question. Quel statut juridique je dois prendre? C'est souvent même la première question. La personne ne m'a pas encore exposé son projet. Et la problématique du statut juridique se pose. Est-ce que je me mets en SARL? Est-ce que je me mets en SAS? J'ai un ami qui a déjà commencé en SAS. On m'a dit que, en plus, si vous allez sur Internet, je ne peux que conseiller le site de la PCE, très bon site. Vous allez avoir une profusion d'éléments concernant les statuts juridiques. Voilà. Mais vous allez peut-être même trouver des statuts types. De toute façon, quand vous venez voir un expert comptable, ce n'est pas mettre votre état civil dans des statuts types. Vous le saurez mieux que moi, hein. Et peut-être sans coquille. Donc non, quand vous allez venir voir un expert comptable, ce n'est pas pour remplir un formulaire. Vous allez plutôt poser des questions concernant la problématique, quel régime fiscal, quel statut social. Souvent, je rencontre des créateurs d'entreprises qui ont entrepris la démarche de création et qui se retrouvent face au formulaire M0 ou P0 et qui m'appellent, ils me disent « je coche quelle case ?» parce que la problématique du statut fiscal et social va se poser. Donc voilà en préalable. Donc c'est vraiment une question très récurrente. On a un tas d'autres questions, des personnes qui vous disent, qui ont plein d'a priori, qui vous disent « je ne veux pas être au RSI ». Pourquoi ? Pourquoi? Non, ça marche très bien. Je vais mettre une personne, un associé, je vais mettre un associé pour pouvoir avoir tel régime. Je veux être gérant minoritaire pour ne pas être au RSI. D'accord? Très bien. Bon, je vais faire une petite aparté par rapport à ça. C'est vraiment à déconseiller. Du moins, moi, je déconseille à partir du moment où si c'est juste pour fuir le RSI, avoir un associé, c'est pas forcément s'il n'est pas effectif dans l'entreprise, c'est pas forcément des bons conseils. J'ai un exemple, deux frères qui ont créé une société qui marchait très bien, mésentente entre les frères. Bien sûr, il y avait la belle-sœur dans l'histoire. Un des frères, le frère décède. Comment vous faites? Avec les ayants droit et avec... Donc voilà, c'est des petits cas de figure qu'on est amené à rencontrer, donc c'est pour cela que je déconseille. Après si c'est seulement le statut social qui peut apporter un blocage, on peut réfléchir, on peut grâce à la richesse, comme je l'ai dit, des structures juridiques, trouver le meilleur outil pour que vous ayez une activité. Donc, dans le cadre de la démarche, en réalité, le choix du statut juridique, en réalité, c'est le dernier maillon de la recherche de création d'entreprise. En réalité, on va plutôt étudier la rentabilité du projet. On va avoir un regard économique sur le projet. Les forces en présence. Si vous êtes en association, c'est important. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. On va regarder donc la rentabilité. En réalité, cette activité va-t-elle vous apporter quelles ressources? Ça, c'est très important. Ensuite, on va regarder le mode de financement. Et c'est là si un associé ou un financement extérieur doit intervenir. Et enfin, une fois qu'on aura bien compris tout le périmètre de cette activité, on va pouvoir, soit par exclusion, parce qu'il y aura des statuts qui ne seront pas appropriés, soit parce que l'activité se prêtera plus à une forme d'exercice. Donc, voilà un petit peu dans le processus. Donc là, je vais plutôt me focaliser sur un exercice seul, parce que si on commence à s'associer, on va avoir d'autres problématiques. Donc juste un petit mot par rapport à l'association. Toujours discuter, et c'est toujours la démarche qu'on fait quand on s'associe, toujours discuter des forces en présence. La force économique qui travaille, comment vous allez vous rémunérer. La force travail, financement, j'ai financé, j'en attends telle rétribution. Et après, toute la partie administrative. Donc à partir du moment où vous en avez discuté avec des associations, en association, mais là c'est la table ronde suivante, qui pourront aborder ce point-là. Donc c'est très important, donc il y a tout un tas de questionnements. Donc, pour faire simple, hein, dans le cadre des structures juridiques existantes,
il y a deux grandes familles qui existent. Il y a les entreprises individuelles, les sociétés en nom propre. Ce sont des sociétés où le dirigeant va porter son entreprise. Et il va y avoir les formes sociétales. Les plus connues, c'est SARL, donc EURL ou Société SARL unipersonnelle, et la SAS. Donc, on a ces deux grandes familles. Il y a une troisième, on va dire, une troisième famille, c'est un petit mix hybride, c'est l'EIRL. Je pourrais en toucher 2-3 mots, mais l'important, ce n'est pas de vous expliquer en détail tous les statuts, parce que sinon, je vais vous perdre. Et par rapport au temps alloué, ça va être compliqué. Donc, quels sont les critères de choix? Donc, j'ai déjà abordé la partie économique. Donc, on va s'attarder longuement sur la rentabilité du dossier. Le statut du dirigeant, c'est-à-dire quel est le revenu qui compte en tirer par rapport pour pouvoir couvrir son train de vie. Je vais vous donner un exemple. La personne qui crée une entreprise comme revenu complémentaire, comme une même entrepreneur qui a envie d'avoir juste un petit revenu complémentaire, on va plutôt orienter vers une structure très souple. C'est un revenu complémentaire, on ne va pas sortir un attirail, on ne va pas sortir la SAS, etc. Donc, par contre, une personne retraitée, qui va avoir un revenu complémentaire, mais qui a la capacité d'avoir des revenus importants, on va peut-être pencher à une forme sociétale, parce qu'il y a des dispositions quand on est en société pour en bénéficier, parce qu'il y a la problématique cumul retraite salaire, et la possibilité aussi d'arbitrer entre des rémunérations et des dividendes. Donc voilà, c'est l'aspect économique. Qu'est-ce qu'on doit couvrir comme train de vie? Est-ce qu'il y a un investissement lourd? Ça, c'est important. Moi, j'ai vraiment à cœur de questionner tous mes clients, tous les créateurs d'entreprises sur ces aspects-là. Parce que qu'est-ce qui les motive en réalité? Quel est leur moteur? Parce que si c'est juste, je crée une entreprise pour créer mon emploi, je vais essayer, je vais tester, etc., on va plutôt partir sur des solutions plus souples. Hein. Je sais que des fois, je rencontre des créateurs, ils ne sont pas faits pour être créateurs. Donc, on va leur dire, testez votre projet, allez en auto-entreprise, allez en portage, etc., etc. En portage, en général, j'ai tendance à envoyer en portage les personnes qui ont démissionné, qui n'ont pas encore ouvert leurs droits au chômage. Ils vont faire un portage, ils vont tester leur projet et après, ils regagneront l'entrepreneuriat une fois qu'ils seront couverts leur train de vie, parce que ça, c'est important. Qui doit apporter le financement à la maison. Après, on va regarder aussi un aspect patrimonial. Donc là, ça met en lumière une notion de risque. En réalité, quand on parle de patrimoine, est-ce que j'ai un patrimoine à couvrir? Est-ce que je dois couvrir mon patrimoine, ma maison? On a toujours la possibilité de rendre insaisissable sa maison. Mais bon, si on peut d'origine couvrir son patrimoine. Donc c'est vraiment une notion de risque. Une personne qui a une activité pas risquée, un consultant qui intervient dans un domaine non risqué, là on parle de risque, on va plutôt orienter, prenez une bonne assurance. Voilà, donc là ça c'est quand même assez important. Donc là on a parlé au niveau économique patrimonial. On va parler de la partie maritale aussi. Est-ce qu'il est célibataire? Est-ce qu'il est marié? Ça c'est important. Au niveau juridique, pour choisir un bon statut, est-ce que la personne est veuf ou pas? Est-ce qu'il est, voilà. Il y a toute cette partie-là dernièrement, là, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, j'ai eu une personne qui m'a dit je suis en phase de divorce. J'ai envie d'avoir un statut qui me permet de bien préparer ma sortie de mon couple. Donc là, à ce niveau-là, quand il y a des problématiques un petit peu complexes, j'ai tendance à faire appel à un avocat qui est chargé de la famille, ou j'essaye de me rapprocher de l'avocate ou de l'avocat qui est en charge du dossier pour essayer de bien élargir la problématique, parce que ce n'est pas une question simple. Le choix de la structure juridique, ce n'est pas simple. Il y a bien entendu les deux aspects qui vont être un petit peu le fil rouge et qui vont permettre de trancher. Ça va être l'aspect fiscal et social, parce que derrière, quelle structure juridique je choisis? Celle qui va me permettre de tirer le maximum du fruit de mon travail, qui va me coûter moins cher auprès des cotisations sociales au niveau de l'impôt. Donc, on va regarder l'aspect social
du dirigeant, est-ce qu'il va être salarié, travailleur non salarié, ou est pour regarder de son imposition. Donc là, c'est quand même très important, mais ça ne doit pas être le seul critère, hein. Comme je l'ai mis volontairement à la fin pour vous dire que ce n'est pas le seul critère. C'est important parce que c'est clair que si vous créez une entreprise, c'est pour assurer une rétribution, mais ce n'est pas le seul critère. En général, lorsqu'on est en entreprise individuelle, en société, on est seul, en général, on est soit d'office à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt société. L'impôt société, donc la société subit l'impôt et après, pour recevoir les gains de la société, on reçoit des dividendes. Donc il y a un arbitrage à faire, c'est un calcul. Il faut juste arbitrer les revenus s'ils sont perçus directement en rémunération, en dividendes. Si je suis à l'impôt sur le revenu, la base de mes cotisations sont calculées différemment. Donc il y a un calcul à faire. Pour vous donner un exemple, une personne qui n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu, monsieur ne travaille pas, madame travaille, donc est entrepreneur, je me mets dans le contexte du jour, d'habitude c'est le contraire, et ils ont 3 enfants. Dont 3 enfants. Madame apporte un revenu de 60 000 euros. Tout de suite, on est dans des taux d'imposition qui permettent d'être dans des taux d'imposition à 14%. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la peine de soumettre l'impôt sur le revenu, de mettre le bénéfice de la société à l'impôt société. Mais peut-être que si elle se rétribue, et qu'on paye des cotisations sociales, il n'y aura pas du tout d'impôt. Ce seront du salaire sur lesquels on pourra appliquer un abattement. Donc voilà, c'est quand même un calcul savant. Il y a des simulateurs sur Internet. Je sais que l'Ordre des experts comptables, pour les petites entreprises, propose un simulateur. Après quand on est sur des petits chiffres d'affaires, le choix ne va pas se faire là parce que le gain n'est pas forcément flagrant. Vous allez peut-être avoir 1 000, 2 000, 3 000 euros. Une personne qui aurait 2 000 ou 3 000 euros de gains supplémentaires, si elle peut s'alléger au niveau administratif, on ne va pas la conseiller à prendre une structure où elle va devoir faire des procès verbaux de décision, d'associé unique. On va plutôt la conseiller vers le plus simple. En gros, il faut que le dirigeant il se sente à l'aise avec sa structure juridique. C'est peut-être un des critères, le moins de formalités administratives possible. Parce qu'il y a oui, pardon. Oui, tout à fait. Non, mais oui. Donc on va prendre en compte l'administratif. Si la personne, elle vous dit d'entrée de jeu, je n'ai pas envie de gérer la paperasse, je veux le moins de paperasse possible. Donc par rapport à un coût donné, voilà, on va pas rajouter des obligations rien que pour faire de l'administratif. On va essayer de simplifier dans le choix cet aspect-là. Une personne qui, en termes administratifs, est carrée, qu'elle ait 1 ou 2 procédures en plus, ça va pas être une problématique. Je ne sais pas si je suis encore dans les temps. J'ai 2 minutes ? 2 minutes. D'accord, 2 minutes. Donc, vous avez compris qu'il y a un arbitrage à faire au niveau du calcul. Donc ça, c'est quand même important. Quand vous venez voir un expert comptable qui maîtrise tous ces régimes travailleurs non salariés, parce qu'on est confronté au RSI, au niveau de l'établissement des bulletins de paye, dans nos cabinets, on établit de nombreux bulletins de paye pour de nombreux dirigeants. On peut arbitrer à ce niveau-là. On maîtrise aussi tout ce qui concerne l'imposition de la société et du dirigeant. Donc, au niveau de cet arbitrage-là, on a les outils, on peut accompagner. Bon, comme je vous l'ai dit, il y a des simulateurs, mais c'est sur des petits revenus. Après, quand vous avez des activités beaucoup plus complexes, où l'impact économique, financement, etc., là, on met en place des outils un peu plus poussés. Donc, on a un arbitrage. Alors, quelle est la conséquence d'un mauvais choix ? Vous avez bien compris, c'est un coût quand même de structure important. Parce que changer de structure, ça coûte beaucoup plus cher que créer une société. Créer une société, ça peut être très rapide, en 2-3 clics avec une auto-entreprise, ou un peu plus coûteux en temps, voire en argent, si vous faites appel à un conseiller. Mais voilà, ça a un coût. La transformer, c'est 3 fois ou 4 fois plus cher. Je transforme une auto-entreprise en société, je vais devoir faire un contrat d'apport, je vais devoir rédiger des statuts beaucoup plus poussés, je vais devoir avoir des problématiques et des questionnements sur l'imposition de la plus-value qui sera en sursis. Mais vous voyez, il va y avoir une implication. Donc mieux vaut faire le bon choix au départ,
Au départ, il ne faut pas se tromper au départ. Mais, et à contrario, on va pouvoir choisir un statut juridique parce qu'on bénéficie d'aide, et notamment l'ACRE, le maintien du chômage, et on veut pouvoir, la première année, bénéficier de son chômage. Et donc, on va faire peut-être un choix la première année. Et donc, l'arbitrage va intégrer ça. Ça va être un arbitrage à court terme, voire à long terme. On va pouvoir dire pour la première année, deuxième année, cette structure, pour pouvoir bénéficier de cette béquille, parce que c'est une vraie béquille pour motiver les gens à la création d'entreprises, être assuré d'un revenu pendant un an, c'est voire jusqu'à 36 mois pour les plus de 50 ans. C'est vraiment quelque chose qui devrait motiver beaucoup de personnes. Après, je ne suis pas pour le tout création d'entreprise, comme certains conseillers au Pôle emploi-service qui poussent les gens vers l'auto-entreprise pour dégrossir. Voilà. Comment ? Cela est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Non, mais c'est pour cela que c'est quand même une aide très, très appréciable, très appréciable. Donc, voilà, le coût est important. Mais si on bénéficie d'aide, il faut le calculer, il faut le maîtriser. Et après, il n'est pas interdit de faire une transformation de société. Si votre société évolue en intégrant un associé, mais ça c'est la table ronde suivante, en transformant sa société, il y a un coût. Mais à partir du moment où vous avez fait un choix de statut souple, simple au départ, pour votre première année, deuxième, troisième année d'activité, rien ne vous interdit d'avoir une transformation. Si votre activité commence à être comment dire, en équilibre, commence à générer du cash, donc là, la réflexion va se porter en réalité tous les ans. Tous les ans, il y a ce calcul à faire, et donc c'est pour cela qu'il faut travailler l'interaction avec son expert comptable pour qu'au moment des choix stratégiques, des évolutions, on puisse bien réfléchir. Donc, on réalise une économie sur laquelle on pourra financer un changement de statut, parce qu'au départ, l'économie sera telle que ce sera financé. Donc, voilà. Merci beaucoup. Juste pour reprendre les quelques critères, donc il y a un petit peu une liste de questions à se poser. Donc les perspectives de chiffre d'affaires, si j'ai tout bien retenu. Hein, le chiffre d'affaires, ça c'est important. Le chiffre d'affaires, le fait de vouloir s'associer ou pas, donc c'est un des autres points. Sa situation patrimoniale, familiale. Familiale, si on est marié, l'âge aussi du dirigeant. Parce qu'une personne qui veut travailler parce qu'elle a encore 4-5 ans et avant la retraite, et son conjoint est encore en activité, bon, l'âge, donc c'est important, savoir quel type de revenus, etc. Donc il n'y a pas de, on est d'accord, chaque cas est particulier, il n'y a pas de statut, c'est un petit peu là où je voulais en venir, c'est qu'il y a des modes, j'ai l'impression en termes de création d'entreprise, finalement de votre expérience, il n'y a pas de statut miracle, il n'y a pas de prêt-à-porter. Parce que le bon statut, je trouve qu'il y a un petit côté un peu angoissant, on a l'impresement sincèrement pour être passé par là, qu'il y a un choix à faire si on se trompe. Après, tout est fichu. Non, c'est pas rédhibitoire. C'est pas rédhibitoire. Y a, en général, vous allez voir quand. Après, ça va être par palier, en fonction de l'activité et du cash que la société va générer et de la possibilité de vous rétribuer. Voilà, ça va être par palier. Et après, les arbitrages, les gains seront conséquents ou pas. Mais dans les petits dossiers, vous allez voir entreprise individuelle, SARL, IS, IR, on va être dans les mêmes types de structures. D'accord. Rien n'est perdu alors. Non, rien n'est perdu, vous pouvez toujours changer. De toute façon, après, il faut maîtriser le coût. Et est-ce que la transformation en vaut la chandelle ? Je sais que lorsque les dividendes des SARL et de URL ont été soumis à cotisation sociale au RSI, on a vu une déferlante de questions concernant « je veux me transformer en SAS ». Donc là, c'est du cas par cas. Parce que c'est du cas par cas, il faut vraiment pour qu'il y ait un intérêt, sauf pour le cabinet, mais moi je ne suis pas à vendre de la prestation pour vendre de la prestation. Il faut vraiment voir s'il y a vraiment un gain pour le dirigeant, sinon pourquoi une SAS, tout simplement. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. C'est parti. Alors bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Slim Ayari, donc responsable du pôle entreprise à Yvelines Active.
Je vais vous présenter rapidement notre structure et puis après, si vous avez des questions, je préfère plutôt répondre à vos questions que plutôt de vous noyer avec les chiffres et voilà, et le détail. Rapidement, Yvelines Active, c'est un organisme de financement et de garantie pour la création, reprise et développement d'entreprises. Très concrètement, on n'est pas un organisme d'aide au montage de projet. Il y a plutôt mes collègues qui sont présentés au début qui vont vous aider d'abord à élaborer votre business plan qui est un préalable ou le socle commun pour tous les financeurs après pour justement analyser la viabilité du projet. Et nous, on intervient justement sur cette phase-là dès lors que votre business plan a été mis sur pied. Vous venez nous voir pour essentiellement la garantie d'emprunt bancaire. Aujourd'hui, les banques, vous allez voir votre banquier pour un financement pour votre projet. Il va vous demander des garanties. Et les garanties sont de deux sortes. Soit c'est des garanties personnelles, c'est-à-dire vous allez vous engager vous personnellement pour votre projet. C'est-à-dire en cas où il y a sinistre ou liquidation. Donc c'est vous qui êtes personnellement engagé pour rembourser les sommes donc accordées. Ou vous faites appel à des organismes de caution mutuelle, donc comme notre organisme à nous, où nous on va se porter caution ou garant pour votre banque. Maintenant la question qui peut se poser, c'est quoi notre garantie à nous ? Tout simplement, notre garantie, c'est la viabilité de votre projet. Et par conséquent, l'analyse de votre projet va être au cœur, donc qui va occuper, on va dire, une bonne partie du temps de nos équipes. D'une part, pour s'assurer que votre projet est viable et limiter, bien entendu, l'appel à garantie au maximum. Et de deux, pour vous, l'intérêt ou l'avantage, c'est une seconde lecture donc d'un organisme de garantie qui va vous sécuriser ou vous conforter dans votre démarche de création ou de reprise ou de développement également. Voilà. Donc ça, c'est notre cœur de métier et l'essentiel de notre travail. Mais notre intervention aujourd'hui prend tout son sens puisqu'on porte un dispositif qui s'appelle le FGIF, Fonds de garantie et initiative des femmes. Donc comme son nom l'indique, c'est un fonds de garantie dédié uniquement aux femmes. Qui a été créé par l'État il y a une quinzaine d'années, mais on le gère à 100% à Yvelines Active, et qui a l'avantage, qui a été créé à la base d'abord, pour rattraper le retard qui a été observé dans le monde de l'entrepreneuriat des femmes par rapport aux hommes. Donc, au moment de la création de ce fonds-là, le constat qui a été fait, c'est que 20% uniquement des créateurs sont des femmes. Aujourd'hui, on avoisine à peu près les 40-45% de création ou de reprise portées par des femmes. Et parmi les spécificités de ce fonds-là, ou l'avantage de ce fonds de garantie que nous portons, c'est que les cautions personnelles sont exclues dans le cadre de cette intervention-là. Je m'explique parce que je comprends que ça ne parle pas à tout le monde. C'est-à-dire dès lors qu'on intervient sur votre projet pour garantir votre prêt, la banque ne peut pas vous demander aucune caution personnelle. Donc ça protège en tout cas le patrimoine des femmes et les incite à créer plus sereinement. L'idée, bien entendu, n'est pas de s'en laver les mains, c'est-à-dire de ne prendre aucun risque. Il y a toujours un engagement, mais en tout cas, juridiquement parlant, la caution personnelle de la femme qui porte un projet n'est pas engagée. Maintenant, pour bénéficier, je vais donner rapidement je vois les gros yeux de l'autre côté. Voilà. Les conditions d'accès pour le fonds sont tout simplement la femme doit être gérante et majoritaire de son entreprise. C'est pas où, c'est et justement pour éviter tout ce qu'on peut connaître comme prête-nom ou gestion de fait pour l'entreprise.
Parallèlement à ces garanties-là, on va vous accompagner également dans votre démarche de création ou de reprise. D'abord, en structurant avec vous votre business plan, parce qu'on ne fait pas justement l'analyse, on vous dit oui ou non. Il y a un travail ou un accompagnement plus renforcé qu'une simple étude et réponse par oui ou non. Également, on va vous aider dans votre démarche auprès des banques. Donc, l'intermédiation financière, on travaille aujourd'hui avec toutes les banques. Nos garanties sont compatibles avec toutes les enseignes que vous pouvez connaître. Et par conséquent, donc, on peut vous orienter plus facilement vers nos partenaires bancaires et faciliter surtout l'accès de au crédit bancaire pour votre projet. Parce que, encore une fois, comme l'organisme de garantie valide un dossier, c'est lui qui porte le risque et théoriquement le banquier a tendance à... Pardon, je vous regarde plus exprès. Et donc le banquier a tendance à suivre donc, la décision. Enfin, pour finir, on propose également des financements à taux zéro dans le cadre de la création. Mais essentiellement pour des femmes demandeuses d'emploi et pas dans un autre cas, ou bénéficiaires de toute autre aide sociale. Et on propose un financement pour le développement qui s'appelle donc Cap Développement. Et j'en arrête là, dans lequel on peut intervenir dans les 5 premières années de vie d'une entreprise. Voilà. Et merci. Merci beaucoup. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous parler d'un autre... alors d'abord, je suis très contente d'être là parce que nous ne sommes pas très nombreuses, effectivement, en intervenantes sur cette table ronde. En plus, pour vous parler de financement, ce qui n'est pas forcément la partie qu'on apprécie le plus. Donc, je suis vraiment doublement contente d'être là et je vous remercie de nous avoir invités. Je vais vous parler au nom de l'ADI pour tout ce qui concerne, effectivement, un financement alternatif. C'est-à-dire, c'est un financement qui sera en complément pour le créateur ou pour l'entreprise. On va être, pour être très concret, sur des financements qui vont être entre 0 et 10 000 euros. Ça va être pour toutes les phases de l'activité, c'est-à-dire si vous êtes en création, si vous êtes en développement, si vous avez un projet spécifique que vous voulez développer. Ça va être pour tous les statuts, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous avez votre propre SARL, SASU, URL, quel que soit votre statut d'entreprise, vous aurez possibilité d'avoir accès aux prêts de nos crédits. On parle de microcrédit, effectivement, parce que nous sommes sur des prêts de moins de 10 000 euros. On va s'adresser donc à toutes les personnes, que ce soit les jeunes, qui ont un projet, qui ont 18, 20 ans. On va s'adresser aussi aux retraités, éventuellement. On va s'adresser à toutes les tranches d'âge et tous les besoins et tous les projets. Ça va être aussi toutes les personnes qui sont auto-entrepreneurs, qui démarrent une activité, qui ont besoin de financer un peu de stock. Donc là, on va aussi financer des projets qui sont des parties, je dirais, des besoins d'activité qui sont généralement pas financés par les banques. On va financer du stock, on va financer de la trésorerie, on a besoin d'acheter un véhicule d'occasion parce que notre voiture vient de tomber en panne. On va pouvoir financer ce type d'achat. Donc ça, c'est des points effectivement qui sont très accessibles. C'est des dossiers qui sont simples à monter. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très accessible pour tout le monde et très rapidement. On va débloquer des fonds entre un premier rendez-vous et l'obtention d'un crédit. Ça peut être moins d'un mois si tous les éléments sont bien balisés. Donc ça, c'est des points effectivement très concrets. Mais l'ADI, c'est encore plus que ça. Ça, c'est la partie microcrédit. Mais ça va être aussi un accompagnement pour les jeunes, un accompagnement pour les femmes, un accompagnement en amont pour valider éventuellement avec vous les besoins de l'activité, la faisabilité, mais aussi un accompagnement tout au long de l'activité. Nos prêts s'échelonnent sur 48 mois, si je ne vous dis pas de bêtises. Et donc, on va pouvoir vous accompagner soit avec un bénévole qui va vous suivre au fur et à mesure pour répondre à vos questions, soit parce qu'il y a aussi une ligne téléphonique qui va pouvoir répondre à vos questions d'un point de vue juridique ou comptable, soit alors parce qu'on va mettre au point, et parce qu'on met au point des formations, soit pour le développement commercial, soit pour gagner des clients avec Internet. Donc, des formations qui sont très complètes. Et comme vous le disiez, effectivement, les femmes ont souvent plus besoin
d'accompagnement et d'être rassuré. Voilà, on n'est pas encore à une femme sur deux entrepreneuse, mais c'est aussi l'un des freins, c'est le frein parfois du manque de confiance. Et je confirme, le maximum, c'est 10 000 € sur 48 mois. Merci C'est bien beaucoup. ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions éventuellement? On va réserver peut-être un Après. temps de questions globales à la fin. Du tout, ça dépend vraiment alors, de l'activité, du montant. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres. On va avoir un prêt qui, s'il est sur 12 mois, ne sera pas le même que s'il est sur 48 mois. Et puis, on va composer. Il y a des prêts à taux zéro. Il y a différents éléments qui vont rentrer en ligne de compte dans la somme qui vous sera prêtée. Et ça va faire varier considérablement le taux global de la somme qu'on va vous prêter. Non, parce que c'est vraiment lié à chaque personne. Par contre, si vous voulez, après, on peut se voir et on peut prendre un rendez-vous et étudier votre besoin à vous avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. At last. Bonsoir. Donc je suis Fouché, président de la plateforme Initiative de Saint-Quentin en Yvelines. Le réseau Initiative est un réseau national. Il y en a quelques-uns. Il l'a dit. France Active. Il y en a encore un autre qui n'est pas ici, mais il aurait pu. C'est le réseau Entreprendre. Et puis, il y a le réseau Initiative qui, c'est pas pour montrer des muscles, mais en volume est probablement le plus développé. J'y suis absolument pour rien, c'est comme ça. Saint-Quentin Initiative est soutenu et accueilli par la maison de l'entreprise de Saint-Quentin en Yvelines. Donc aujourd'hui, les 7 communes, je le dis d'abord parce que la CASCI soutient effectivement et financièrement. Ensuite, parce que pour bénéficier des produits de Saint-Quentin Initiative, il faut avoir son siège social sur le territoire de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Donc aujourd'hui, dans les 7 communes, à partir de janvier, dans les 5 supplémentaires qui seront dans le périmètre de la nouvelle communauté d'agglomération qui s'appellera peut-être plus Saint-Quentin en Yvelines, mais ceci est un autre sujet. Que fait Saint-Quentin Initiative? Distribue des prêts d'honneur. Des prêts d'honneur, c'est-à-dire des prêts à taux zéro et qui sont véritablement à Saint-Quentin à taux zéro puisque la plateforme de Saint-Quentin prend en charge la commission de garantie. Donc c'est zéro de chez zéro. Quels produits? Aujourd'hui, 4 produits. Un produit pour les créatrices et créateurs d'entreprises, avec un prêt qui peut aller de 5 000 à 25 000 euros. Un deuxième produit pour le développement d'entreprises, c'est celles qui ont moins de 3 ans d'ancienneté, mais qui ont des besoins liés à leur croissance d'investissement. Toujours 5 000 à 25 000 euros et toujours prêt d'honneur à taux zéro. Un prêt pour la reprise d'entreprise, toujours 5 000 à 25 000 euros. Je ne vais pas après rentrer dans les détails parce que ceci peut être complété par un prêt de Initiative Île-de-France dans un certain nombre de situations et de circonstances. Et un quatrième et dernier produit qui est le prêt de croissance qui concerne des entreprises de plus de 3 ans, qui va lui de 5 000 à 50 000 euros et qui permet à une entreprise donc, qui a déjà des bases un peu installées d'obtenir enfin, c'est pas l'entreprise d'ailleurs, ce sont des prêts d'honneur, donc qui sont effectivement versés aux associés dirigeants, mais évidemment remis dans l'entreprise après. Donc le quatrième produit qui va de 5 000 à 50 000 euros. Comment ça fonctionne? Très facilement. Il faut venir nous voir donc dans la maison d'entreprise qui aujourd'hui est à Promopole, comme vous l'ont rappelé Othman Nasrou et Jean-Michel Fourgous. Vous complétez un dossier avec l'aide d'un collaborateur qui prévalide votre dossier, la faisabilité si c'est une création, la faisabilité aussi si c'est un développement, et tous les plus ou moins un mois, il y a un comité qui se réunit et qui
accepte ou n'accepte pas de financer votre projet, qu'il soit de création ou de développement. Ce sont des prêts sur 3 ans en général, qui peuvent bénéficier d'un différé de quelques mois. Ben voilà à peu près l'essentiel de ce qu'on peut faire. C'est des prêts qu'il faut rembourser dans tous les cas, tous. J'ai bien parlé bien de prêt d'honneur. Il ne s'agit pas d'une subvention d'honneur, c'est un prêt d'honneur donc qui est effectivement remboursable en général sur 3 ans. Une toute petite question comme ça, en cas de défaillance d'entreprise, il y a des modalités particulières, c'est les mêmes... Il faut démontrer de la défaillance. Autrement dit, c'est pas juste en nous passant un coup de fil Bien en sûr. disant j'ai un coup de mou, je vais arrêter, qu'est-ce que Est-ce je que fais je peux ne ne dois pas plus vous rien. rembourser? Non, Ça va pas ça marche suffire. D'accord. Mais malheureusement, pour donner quelques idées de chiffres, la plateforme de Saint-Quentin, c'est à peu près en volume de prêts possible 2 millions d'euros. Il y a à peu près 1 million de distribués à l'heure qu'il est. C'est 40 prêts par an. Donc sur 300, ça fait à peu près 120 prêts en cours d'existence. Et le taux de chute, si je puis dire, il est très modeste. Il est il est autour de 5%. Oui, parce que Parce oui, qu'effectivement, vous regardez vos malheureusement, dossiers, puis il y a une sélection dès le départ. Vous financez que les projets qui ont une certaine viabilité, je suppose. Et chacun- j'ajoute que donc les prêts d'honneur, normalement, il faut avoir un apport personnel, mais pas toujours. Si le projet est véritablement intéressant, on peut admettre de financer sans qu'il y ait d'apport personnel. Et puis c'est surtout l'effet de levier, puisqu'avec un prêt d'honneur d'initiative, mais pas que, on peut aller et voir une banque et bénéficier du prêt complémentaire bancaire qui, normalement, facilite les choses. Oui, ça peut être le petit coup de pouce qui permet aussi d'aller solliciter les Ou un banques gros pour coup de obtenir... pouce. Oui, pardon. Le petit, le moyen ou le gros coup de pouce qui permet derrière d'aller sur du financement bancaire plus classique. Absolument. J'en profite pour compléter. C'est vrai qu'elle a dit on a aussi la possibilité, alors en termes de chiffres, on est à peu près sur de prêts qui ne sont pas remboursés. On est sur 5% ou un petit peu moins. Donc vraiment, c'est en règle générale, ce sont des prêts qui sont remboursés complètement, même si parfois il peut y avoir un petit délai supplémentaire. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, elle a dit on a aussi la possibilité, c'est un choix, d'aller aussi vers un public et des personnes qui ont eu parfois des tensions bancaires ou des difficultés de par le passé. Ce qu'il faut, c'est une certaine franchise et que les choses soient dites parce qu'on finit toujours par le savoir. Mais on trouvera et on trouve des solutions et on prêtera de l'argent à des personnes qui ont eu parfois dans le passé des soucis. Voilà. C'est un petit peu ce que j'avais compris par rapport à l'intervention de l'ADI. C'est pas tellement les conditions qui sont différentes, c'est plutôt sur les publics. Vous permettez d'accéder au crédit, au microcrédit, du public pour lesquels l'accès aurait été difficile par d'autres voies. Alors, si j'ai bien compris. Tout à fait, vous avez très bien compris. C'est effectivement pour vraiment tous les publics, quel que soit le passé, le présent et des relations qu'on peut avoir avec sa banque. Parce que c'est vrai que si on est à Pôle emploi, obtenir un crédit bancaire, c'est pas forcément simple, sans parler d'autres relations avec son banquier. Mais c'est surtout aussi qu'on va financer, comme je disais tout à l'heure, des besoins qui ne seront pas finançables. Financer du stock, avoir un crédit bancaire pour du stock, c'est pas possible. Avoir un financement pour de la trésorerie, aucun banquier ne vous donnera de l'argent pour du BFR. Vous n'en aurez pas. Et ça, on va vous suivre. Donc c'est déjà... Allez, vous êtes en création, vous avez moins d'un an, vous n'avez pas votre premier bilan. Allez voir votre banquier, dites-lui, ma voiture vient de tomber en panne, je ne peux pas livrer. Il vous dira, je suis désolé, éventuellement, je peux prêter la mienne, mais il y a peu de chances qu'il vous finance. Et je ne suis pas sûre qu'il prête la sienne bon, non plus. Voilà, c'est un peu ça. L'idée, c'est ça. La solution alternative, elle est dans tout cela. Pas uniquement le public, mais tous les besoins de l'entreprise à tous ces stades de développement. Et juste par rapport aussi à la préparation vis-à-vis de Yveline Active, c'est pas une question, c'est plus une remarque d'ordre général. C'est vrai que quand je vois dans le public des personnes éloignées de l'emploi, les jeunes, les personnes handicapées et les femmes, je me posais juste la question, est-ce qu'on en est toujours là ou est-ce que les choses ont quand même déjà pas mal évolué? Est-ce qu'on parle des mêmes difficultés d'insertion ou de réinsertion? Et c'est juste une remarque, c'est pas une question. Il y a pas de. Yveline Active, c'est ça? Oui.
Écoutez, pour le public, l'essentiel effectivement de notre intervention se fait pour des publics qu'on appelle en précarité d'emploi. Et pour nous, la précarité d'emploi, elle commence dès lors qu'on n'est pas en CDI à temps plein. Donc tout ce qui est CDI à temps partiel ou de l'intérim bénéficiaires de minima sociaux ou demandeurs d'emploi sont notre public cible. Et je donne un chiffre justement pour que tout le monde peut-être puisse se rendre compte. Aujourd'hui, 73% des créateurs d'entreprises sont des demandeurs d'emploi. Donc, et tous nos outils sont obligatoirement couplés à un prêt bancaire. Donc, si vous voulez, on a une cible commune avec les banques malgré tout aujourd'hui. C'est-à-dire on a affaire avec les mêmes créateurs qu'on voit pousser les portes des agences bancaires, mais avec cette spécificité-là de précarité vis-à-vis de l'emploi. Voilà. Est-ce que ça répond un petit peu à votre remarque ou pas? C'était une remarque, c'était pas une question, c'était une boutade. Oui, est-ce que ça précise davantage votre remarque? Oui, je pense que l'intérêt c'est de bien comprendre, ça substitue pas, ça complète. Ah non, pas du tout. Et moi j'aimais bien l'approche aussi de dire on finance, à la fois on crée des emplois. Je pense que vous avez chacun ça dans vos caractéristiques. De toute façon, nous, on finance à partir du moment qu'il y a à minima la création d'un emploi, celui du chef d'entreprise ou du porteur de projet. Et effectivement, on n'est pas là tous, d'ailleurs, tous les réseaux que M. Fouché a cité tout à l'heure, on n'a pas vocation à se substituer à la banque, ni jouer au banquier, tout simplement. L'idée, c'est de faire donner un coup de pouce, faire un effet de levier sur le prêt bancaire ou le financement, dans des bonnes conditions surtout. Et le partenaire durable d'une entreprise, c'est toujours le banquier, hein, ça n'a pas changé. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou des petits points sur lesquels vous auriez besoin d'un complément d'information? C'est que tout le monde a été extrêmement clair. Mais je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup.